Je vous remercie de me donner la parole. Mhm. Je vais intervenir sur deux sujets aujourd'hui. Le premier sujet, il concerne le départ de la MINUSMA du Mali. Et puis le deuxième, c'est concernant l'immeuble qui vient de... C'est au sujet de l'immeuble qui vient de tomber récemment à Abidjan. Alors, finalement, il a été décidé que l'opération onusienne au Mali va prendre fin et qu'au plus tard, en fin d'année, tous les travailleurs de la MINUSMA, ils vont regagner d'autres zones, ils vont partir définitivement du Mali. Voilà la décision qui a été prise par l'ONU depuis New York. Alors, certains pourraient s'en réjouir, à savoir les panafricains, comme on les dit, ou bien les pseudo-souverainistes. S'ils s'en réjouissent, moi aujourd'hui, je suis en droit de m'inquiéter et je suis déjà très inquiet. Pas pour le Mali même en tant que tel, je suis inquiet parce que je suis un voisin immédiat du Mali. Qu'est-ce qui arrivera après le 31 décembre 2023? C'est-à-dire une fois en 2024, qu'est-ce qui adviendra? Il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que le sud malien sera suffisamment protégé? Est-ce que les Maliens vont accepter de rester chez eux? Est-ce que la pauvreté ne va pas s'accentuer? Est-ce que l'insécurité ne va pas monter en puissance? Est-ce que la Côte d'Ivoire même n'est pas en danger? Sur la dernière hypothèse, sinon la dernière question, la Côte d'Ivoire même est en danger. Donc, partant de là, comme nous l'avons toujours dit, on ne va pas se permettre de parler dans la précipitation. Moi, ce que je peux suggérer, nous sommes déjà début juillet. Nous avons encore 6 bons mois avant d'entrer en 2024. Ce que je peux suggérer, c'est que l'État ivoirien, le gouvernement ivoirien, mette en place une commission spéciale pour réfléchir sur ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire une fois la mission onusienne partie du Mali. Et sur ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire, le souci, c'est de préserver la sécurité, l'intégrité et la stabilité du pays, c'est tout. Les frontières sont poreuses, ça a été déjà dit. À tout moment, nous constatons que les gens rentrent illégalement. Comme c'est la CEDEAO, la libre circulation des biens, mais ceux qui entrent, qui sont-ils? De quoi sont-ils capables? Est-ce qu'ils rentrent avec de bonnes intentions? Toutes ces questions sont posées. Donc, pour ne pas aller dans la précipitation, je suggère que déjà le Conseil national de la sécurité se penche sur la question. Il faut commencer à réfléchir de façon approfondie. Qu'est-ce qui adviendra? Parce qu'il reste clair qu'avec Wagner, on ne sait pas, hein, du jour au lendemain, Wagner peut se retourner contre l'État malien. Si Wagner se retourne contre l'État malien et se retrouve après aux frontières ivoiriennes, qu'est-ce qui adviendra? Si le cas échéant, ce n'est pas Wagner, que les djihadistes montent en puissance et qu'ils se retrouvent vers les frontières ivoiriennes, qu'est-ce qui adviendra? Si le cas échéant, les djihadistes viennent beaucoup plus en grand nombre vers le sud malien et que les Maliens cherchent des terres d'accueil, des pays pour l'asile ou l'exil, qu'est-ce qui adviendra? Voilà. Moi, à mon niveau,
je suis déjà très inquiet. Parce que je vous l'ai dit, ça se voit déjà au nord de la Côte d'Ivoire, ici dans les régions du Tchologo, du Poro, de la Bagoué et même du Bonkani. Il y a beaucoup qui ont fui ces différents pays pour venir se réfugier en Côte d'Ivoire. C'est bien bon d'accueillir les gens pour montrer qu'on est hospitalier. Mais après, est-ce que tous ceux qui entrent, ils entrent avec la bonne intention? Parce que après, la Côte d'Ivoire doit rester stable et en sécurité. Cette sécurité-là, elle nous est très chère. La sécurité, elle est très chère. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, il ne faut pas aller dans la précipitation, mais il faut déjà commencer à réfléchir très sérieusement sur ce qu'on pourrait faire. Le plus important, ce sera de prendre des décisions très fortes qui seront de nature à préserver les intérêts de la Côte d'Ivoire, à garantir la sécurité, la stabilité et la paix sociale. Parce que nul ne sait de quoi demain est fait. Il faut commencer à réfléchir maintenant. Il faut commencer à réfléchir maintenant pour ne pas se retrouver dans une situation trop compliquée demain. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, je propose la création d'une commission spéciale ou bien, on va dire, d'une équipe spéciale pour commencer à réfléchir sur la manière dont la Côte d'Ivoire va se comporter avec le Mali, ou bien qu'est-ce qui pourrait être fait pour que le pays soit préservé de tout ce que nous voyons à partir de 2024. Ça, c'est le premier point. Concernant le deuxième point, on nous apprend malheureusement qu'il y a un immeuble R+7 qui est tombé récemment à Abidjan. Alors, voilà encore un constat désagréable. Face à une telle situation, que pouvons-nous faire? Nous nous retrouvons tous à nouveau en train de jouer les médecins après la mort. Au-delà de ces cas isolés, il y a déjà plusieurs immeubles qui malheureusement se sont écroulés. Et vous l'avez dit, plusieurs immeubles s'écrouleront dans les mois ou années à venir. C'est clair. Parce que je vous le dis en toute sincérité, ces immeubles qui tombent traduisent tout simplement le profond malaise des consciences collectives ivoiriennes, tout simplement. Il ne faut pas chercher loin. Il y a des immeubles qui sont tombés, nous dit-on, les gens avaient tous les documents. Ou bien souvent, nous dit-on, on avait intimé l'ordre à ceux qui construisent d'arrêter. Mais malheureusement, les travaux n'ont pas été arrêtés. Les travaux ont continué. Qu'est-ce qui se passe? Et puis toujours, les gens ne suivent pas correctement les travaux. Tout le monde sait. Mais au-delà, vous savez, ceux-mêmes qui construisent les immeubles, les propriétaires des immeubles, je vous le dis, souvent eux-mêmes, ils sont victimes de certaines situations. Aujourd'hui, et je vous parle en connaissance de cause, moi-même, j'en ai fait l'expérience. Lorsque vous construisez, parfois, si vous avez le temps, venez vous arrêter devant les chantiers. Les gens font tout devant vous. Quand ils avancent, à un moment donné, si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est pas ça, vous dites arrêtez-moi tout de suite. Si vous ne le faites pas, ce qui va vous arriver, vous n'allez même pas savoir. Même en votre présence, même en vol. C'est-à-dire, vous êtes là, sur les chantiers, en votre présence, en vol. Quand vous donnez d'eau, on va vous faire acheter des choses et ces choses-là ne seront pas utilisées comme il se doit. Ou bien, ce matériel, il sera détourné. Le matériel, il est parfois détourné. Parfois, le travail, il est très mal fait. Et je parle en connaissance de cause. J'en ai subi les frais.
Donc souvent les propriétaires même qui sont là, je peux même dire parfois yako à eux. Vous payez, les gens ils viennent, ils n'utilisent pas le matériel correctement, ça c'est un. Ou bien des fois même si vous vous êtes trompé pour leur donner l'argent, ils achètent le faux matériel, tout ça parce qu'on veut faire du profit. Le profit et le profit. La course est freinée au profit indu. Vous voyez, voilà le mal. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez dans les secteurs des lotissements, immobilier, construction, à 90%, c'est tous des gros escrocs. Au plus, peut-être c'est 10% qui travaillent honnêtement. Sinon, tout le reste là, c'est une bande d'escrocs. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est ça, on l'a dit ici, tout doit commencer par la moralisation totale de la société. Sinon, je vous assure, c'est pas bon. Il y a des gens qui ont construit des immeubles à Abidjan ces 10 dernières années. Je vous assure, dans 10 ans, ces immeubles, personne ne pourra vivre dedans. Je vous le dis en connaissance de cause. Dans 10 ans, il y a des immeubles que les gens ont construits ces 10 dernières années. Dans 10 ans, ces immeubles-là, personne ne pourra y habiter. Ce sera à démolir. Parce que justement, ça va représenter un grave danger pour la sécurité de ceux-mêmes qui vont chercher à y habiter. Il y a un problème. Et le malaise est très profond. Le malaise est profond. Il y a beaucoup de secteurs d'activité où il y a la corruption, mais la construction, parce qu'en construction, on peut voler facilement en fait. C'est ce que les gens doivent. Dans le secteur de la construction, vous pouvez voler facilement sans vous faire prendre si le propriétaire même ne vient pas sur le terrain ou bien même s'il ne. Même si le propriétaire est sur le terrain, même, on le vole. Je vous l'ai dit, j'en ai fait les frais. Donc, voici le fond du problème. Ce problème-là, comment sera-t-il résolu? Moi, tout ce que je peux dire, c'est la transformation totale des consciences collectives, c'est tout. Et ce travail, pour le faire, ce sera sur une très longue période. Sinon, on parle. C'est pas aujourd'hui on parle de ça. On a parlé jusqu'à... Est-ce que l'immeuble n'est pas tombé? L'immeuble est tombé. On va parler aujourd'hui. Dans les mois à venir, l'immeuble va tomber encore. Donc, tout ça, finalement, comme on l'a dit, on ne sait même plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Et toujours, il faut courir pour venir jouer les médecins après la mort. Voyez-vous, il y a quelque chose qui doit quand même retenir l'attention des gens. Nos parents, qui étaient des artisans, aux premières heures des indépendances, sous feu Félix Houphouët-Boigny, ils ont construit des routes, des immeubles, des villas. Ils ont fait des charpentes. Mais aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, 50 ans après les différentes constructions de ces immeubles, les charpentes tiennent, les immeubles tiennent, il y a certaines routes même qui tiennent encore. Pourtant, ils étaient des artisans, des simples artisans. Ils n'ont pas fait de grandes études. Mais ils ont construit des édifices qui ont tenu sur le temps. Aujourd'hui, curieusement, ceux qui vont à l'école, avec les diplômes, ils vont même dans des grandes écoles, avec les grandes expertises, ils construisent, ça s'écroule. Au moment même où on est en train de construire, ça s'écroule. Quand ça s'écroule pas, lorsqu'on a fini, ça ne dure même pas. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Quelque part, c'est une question d'intégrité, d'honnêteté et de prise de conscience collective. C'est tout. C'est tout. Celui qui est censé faire les travaux, même s'il a tous les grands diplômes du monde, chaque fois qu'il va tordre le cou à ce qu'il doit se faire pour utiliser le faux matériel, eh bien, ne soyez pas surpris. Quand ça va finir, ça va s'écrouler. Après la construction, l'immeuble va s'écrouler. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Et tellement tout le monde même est corrompu jusqu'au ministère là-bas, personne n'ose lever les petits doigts pour dire non, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Vous voyez,
Quand vous allez venir tout de suite, vous allez faire votre inspection, vous allez dire non, que le travail doit s'arrêter. Bon, le propriétaire ou bien même ceux qui sont en train de faire les travaux, ils vont tourner, ils vont aller voir ton patron, ils vont dire non, que celui que tu as envoyé là, vraiment, il est trop dur, il veut nous créer des problèmes, ceci, cela. Bon, ton patron même va appeler pour dire non, petit, il faut laisser, il faut qu'il continue le travail. Et le travail va continuer. Cela, nous voyons cela dans presque tous les secteurs d'activité. Je dis bien presque tous les secteurs d'activité, sans exception. Que ce soit même à l'école, dans les universités, dans les grandes écoles, dans les industries, un peu partout dans le secteur de la santé, on voit. On voit ça, c'est dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce pays, tant qu'il n'y aura pas des gens qui vont prendre des décisions très fortes pour transformer les consciences collectives, je vous assure, ce sera toujours très difficile. Ce sera toujours très difficile. Et avec ce qu'on voit en Europe, où on ne peut même plus éduquer correctement les enfants, ce qu'on est en train d'envoyer ici, ça va être très compliqué pour tout le monde. Et je ne sais pas vraiment comment on va faire pour pouvoir s'en sortir dans les années à venir. Moi, je crains très fort. Je crains. Parce que quand vous regardez bien, c'est à croire que vraiment tout le monde a démissionné. Aujourd'hui, le rôle de la construction, qu'est-ce qu'on peut faire dans un pays si les normes de construction ne sont pas respectées? Vous avez dû voir au niveau des routes ce qui s'est passé. Les gens viennent faire du goudron et puis après quelque temps, la pluie emporte. Ou bien ils font des routes, ils ne tiennent même pas compte du passage de l'eau, du ruissellement. Qu'est-ce que vous croyez? Ne vous attendez pas au miracle. Il ne faut pas s'attendre au miracle. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'immeubles qui vont tomber dans les années à venir, ou bien ces immeubles-là seront hors usage. Ça, c'est sûr. Dans les années à venir, ce sera comme ça. Et avec ce que je vois, ce n'est pas maintenant que les immeubles vont s'arrêter de s'écrouler. Ça va encore continuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bref, nous tous, on est là, on regarde. La question, elle reste posée toujours, hein, parce que nous, on parle, on dit des choses, mais est-ce que les gens écoutent? Ou bien, quand les gens écoutent, et après, c'est appliqué. Voilà. Voilà le fond du problème. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre? On dit non, les documents sont là, le matériel, il y a le faux matériel, les gens ont parlé. Même le président des victimes, là, il en a parlé. Il y a le faux matériel, les gens en parlent. Et ceux qui font le travail, ils veulent chercher à faire des profits. Les gens en parlent. Mais, finalement, je ne sais pas. Ou bien après, il faut toujours se taire. Lorsqu'il y aura des dégâts, on fait un constat, on range le rapport au tiroir. Voilà maintenant, l'immeuble R+7 qui s'est écroulé. Ce sont des milliards qui sont partis. Des milliards sont partis et les gens sont morts, d'autres sont blessés. Qui va assumer? Qui paiera la note? Donc, je voudrais m'arrêter là. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. J'aimerais bien. Ok. Donc, j'aimerais bien prendre la parole, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Massiata. Ok. Oui. Oui. Je vais prendre juste 2 minutes parce que tout à l'heure, j'envoie le pas à Sundiata qui a dit que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter que les immeubles s'écroulent. En fait, moi, j'aimerais bien évoquer le cas de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, tous les Abidjanais ont compris qu'en diaspora, quand nous travaillons 11 mois, nous avons des vacances qu'un seul mois, pour la plupart d'entre nous. Et alors, quand on prend des artisans qui sont payés pour faire du travail, un travail propre pour nous, ils savent qu'on ne va pas venir. On arrive une fois par an, dans le meilleur des cas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pendant qu'ils travaillent pour le patron qui est en diaspora, aux États-Unis ou en Europe, n'importe où, ils veulent en même temps aussi se sucrer sur son dos, travailler pour le patron, mais diluer la part du patron à leur profit. Ils veulent aussi construire en fait sur le dos du patron. Donc, je lance un message à la diaspora, qu'elle soit française, américaine, espagnole, ou partout que nous soyons, quand vous voulez construire, allez-y sur place.
Vous allez sur place, vous vous rendez sur place, vous donnez les sous, vous allez faire le marché ensemble des matériaux et l'artisan commence le travail. Et vous pouvez le confier aussi à un parent. Voilà. Mais quand vous n'êtes pas là, quand vous venez le matin, vous vous asseyez sur une chaise, il faut consacrer votre vacances à cela. À cela. Tous les matins, vous allez sur le chantier, vous les assistez, vous revenez le soir, vous fermez tout et le lendemain. Et ainsi, on peut améliorer les conditions de travail même et se faire carotter moins. Sinon, les immeubles, parce que c'est nous, les gens de la diaspora aussi, qui voulons optimiser l'espace qu'on a. Quand on a un 300 mètres carrés, on rêve tout de suite d'y construire un R plus 2, plus 3, voire plus 4. Voilà le problème. Donc, chers parents de la diaspora, quand vous voulez construire, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais la qualité n'a pas de prix. C'est ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère, pour ce que vous avez dit. Et dans ce que vous avez dit, moi, j'allais apporter peut-être un additif pour dire que c'est vrai. Vous avez dit qu'il est encore mieux d'être sur le terrain ou de confier à un parent. Mais j'allais vous dire, ne confiez pas à un parent. Si je confirme. Ne confiez pas à un parent, je confirme. Vous pouvez continuer. Si peut-être, madame et monsieur sont en Occident, si chacun a un mois de voyage, au moment où madame est en vacances, là, elle va surveiller le travail. Si c'est 10 000 $, 20 000 $ que vous avez prévu pour faire le travail là, elle va, en fonction de son temps, elle fait le travail. Quand elle revient là, toi, ton un mois de vacances là, tu prends, tu t'en vas là-bas aussi, tu surveilles le travail. Vous allez gagner 2 ans et 2 mois par an. Sinon, si vous confiez à n'importe quel parent, je le dis et je prends le risque de le dire, à n'importe quel parent, chère mère, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, ne le faites pas. Ne le faites même pas. Voilà les parents. Non, ne le faites pas. Ne le faites. Vous voyez, on parle en fonction des expériences du vécu. Ne le faites même pas. Mère Blanc, des parents ont failli me mettre en syncope. Finalement, je leur ai dit, prenez tout sur le chantier là. Quittez ce terrain là. Prenez tout ce que vous voulez, même Brouette, partez. Je ne veux plus qu'on... Non, non, non. Prenez Brouette, prenez l'argent, prenez tout, mais quittez le chantier là. Partez. Là, tu vas dire quoi encore? Même si ta maison, ça va te prendre 10 ans. Dans les 10 ans là, si tu as 2 mois là, ça te revient à un moment tôt ou tard, tu vas finir. Tu sais au moins que tu as mis ton argent dedans. Et puis tu as pu faire ce que tu pensais pouvoir faire. Sinon, tout le reste là, tu vas pleurer mal. En ce qui concerne le Mali, voyez-vous, quand tu souhaites le malheur, mais alors que toi-même, ce n'est pas ce que tu voulais, c'est un peu comme l'histoire de celui qui criait chaque fois au loup, alors qu'il n'y avait rien. Chaque fois, lui, il est là. Non, les loups veulent m'attaquer. Les loups veulent m'attaquer. Les gens sortent, ils viennent pour venir le protéger. Quand les gens arrivent, il se met à rire. Il dit, en fait, je vous ai blagué, il n'y avait pas de loup. Il a fait ça. C'est devenu une habitude. Maintenant, le jour même où les loups sont venus vraiment pour le dévorer, là, il a crié. Les loups l'ont dévoré et puis ils sont partis. Le lendemain matin, on s'est réveillé, on dit, ah, c'est fini pour lui. C'est ce qui va arriver au Mali. En fait, les Maliens pensaient que... Ils regardent un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo s'amusait avec l'ONUCI. Il fait... Non. On dit, les choses se ressemblent mais ne se valent pas. Les pays n'ont pas les mêmes intérêts. En fait, là, pour que les gens disent on quitte dans ce pays-là, les gens calculent leurs intérêts. La France n'avait pas d'intérêt à quitter la Côte d'Ivoire, même en guerre, comme beaucoup de pays occidentaux, à cause même de la présence stratégique de leur économie en Côte d'Ivoire. Mais il y a combien de pays qui ont leur économie qui est liée au Mali véritablement? Donc, en pensant faire du bruit, on veut que vous partez, les Maliens même au fond, là, les dirigeants, là, ils ne voulaient pas. Mais c'était une manière de se donner de la contenance. Mais à force de jouer avec le diable, là, il s'est présenté maintenant, il dit, bon, comme c'est comme ça, vous voulez qu'on quitte là, bon, nous-mêmes, là, on va quitter. Souvenez-vous maintenant, ça a été voté.
Mais la Russie demeure toujours membre permanent à l'ONU. Si la Russie occupe ce poste-là, soit c'est l'ONU même qui est une mauvaise institution, ou bien c'est la Russie qui est dans une mauvaise institution, mais qui fait semblant de vous blaguer, et puis maintenant, elle reste dans cette mauvaise institution-là. Sundiata parlait de qu'est-ce qui va se passer avant le 31 décembre. Non, c'est qu'est-ce qui va se passer entre le 1er juillet et le 31 décembre. C'est là qu'il faut résumer la question. Parce que même si les djihadistes veulent descendre aujourd'hui, là, la ministre va dire, nous on a gelé nos activités, on vous regarde dedans. Maintenant, ce qui nous fait mal, c'est que si tu veux tuer ta maman, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Mais c'est quand tu tues ta maman et que tout le village est obligé d'aller cotiser pour faire les funérailles et puis subir les conséquences, c'est ça qui nous fait le plus mal. Parce qu'à la vérité, aujourd'hui, le Mali est à la croisée des chemins. Et les Maliens eux-mêmes sont très heureux de rendre leur pays instable afin que la Côte d'Ivoire puisse sombrer. Aujourd'hui, tu prends 90% des Maliens, leur souhait là, ce n'est pas le malheur qui est sur eux. Leur souhait là, ce n'est pas que les djihadistes partent. Leur souhait là, ce n'est pas que Wagner puisse prospérer. Mais c'est comment les conséquences de ce qui arrive au Mali peuvent détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire, quand tu connais quelqu'un là, tu exposes sa psychologie. En réalité, même les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, leur souhait, c'est que le djihadisme, le désordre puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Là, on sera même chose. On n'a pas dit que Côte d'Ivoire est développée. Si c'est gâté là-bas, là, on sera même chose. Voilà ce que la majorité pense, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Mali. Et donc, le premier, ça, il ne faut pas se mentir, le premier objectif d'une telle attitude, c'est que ça puisse avoir des conséquences dans toute la sous-région. Deuxième conséquence, surtout pour la Côte d'Ivoire, parce que quand il y a la guerre dans un pays, là, naturellement, on cherche d'abord à protéger ses vies et on ne va pas vers un pays où les conditions ne sont pas réunies. Le seul pays qui a les conditions réunies aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'on parle les mêmes langues, le français et le bambara pour certains. Et donc, il sera plus facile de se diriger dans un pays où on parle les mêmes langues, ils ont les mêmes cultures, plutôt que d'aller au Ghana et autres. Et donc, malheureusement, ces personnes-là vont faire un déferlement sur la Côte d'Ivoire. Et malgré tous les moyens que l'État ivoirien met en place là, ils vont rentrer et ils vont installer le djihadisme. Et ce sera très malheureux. C'est aux autorités ivoiriennes d'être très fermes. Pour faire comprendre à ces gens-là, vous avez sémé l'enfer chez vous. Arrangez-vous. Il faut qu'on prenne les institutions internationales et la CEDEAO. Pourquoi ne pas faire replier ces forces de l'ONU dans le nord de la Côte d'Ivoire? Parce que tôt ou tard, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y aura des mouvements de descente massifs sur le sud, c'est-à-dire le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que cette situation ne va pas rester comme ça. Il y aura forcément la reprise fulgurante des combats entre les djihadistes et l'armée malienne, et etc. Et donc, il ne faut pas improviser. Il faut être courageux. Il faut anticiper. On ne peut pas accepter qu'un État, à travers ses dirigeants, devienne un État de non-droit, un État proto-djihadiste qui va installer le désordre dans toute la sous-région. Et c'est ça aussi qui va permettre à des malfaiteurs comme les Soro-Guillaume de pouvoir s'incruster dans ce désordre-là. En fait, c'est pour fermer les yeux sur beaucoup de réalités pour pouvoir commettre du désordre et à travers le désordre maintenant prendre en chantage les autres pays de la sous-région. Et ça, il ne faut pas l'accepter.